Salut les étudiants, les étudiantes et les collègues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tuto pour qu'on voit le calcul du pH d'un ampholyte. Pour info, on dit un ampholyte ou une espèce amphotère, mais on ne dit pas un amphotère, on ne dit pas une espèce ampholyte. Bref, c'est quoi un ampholyte? C'est une espèce qui intervient dans deux couples acido-basiques, une fois en tant qu'acide, une fois en tant que base. Et donc par exemple, l'eau est un ampholyte, l'ammoniac est un ampholyte. Alors l'ammoniac est un ampholyte, mais bon, en solution aqueuse, c'est pas forcément pertinent parce que l'un des couples a un pKa beaucoup trop loin. Bref, l'ion hydrogénocarbonate, qui est dans cet exercice, est un ampholyte. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos d'une même playlist, que vous avez l'énoncé à télécharger en description, comme ça voilà, il y a tout. Et puis on y va étape par étape, step by step. À chaque vidéo, on monte d'un petit level. Et donc voilà, dans la numéro 1, on a vu le pH d'un acide fort, d'une base forte et d'un acide faible faiblement dissocié. Maintenant, on passe à l'ampholyte. C'est parti. Donc, on en est à la question 3 de l'exercice 1. Alors, vous voyez, je fais une vidéo par question parce que les questions sont quand même assez longues si on veut les faire proprement. Et puis l'objectif, c'est d'appliquer de manière rigoureuse la méthode de la réaction prépondérante. Donc d'abord, la première chose, c'est que l'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3, on se rappelle que c'est un sel qui est totalement dissocié. D'accord? Donc de base, nous, on va considérer les solutés qui en sont issus, c'est-à-dire qu'il va donner quantitativement Na+, et HCO3-. D'accord? Et donc, il est considéré comme étant totalement soluble. Donc finalement, si on doit définir proprement notre solution initiale, eh bien c'est une solution où on aura des ions Na+, à la concentration C, et des ions HCO3- à la concentration C. Concernant les ions Na+, ce sont des spectateurs, donc ça on va les ignorer, ils n'ont aucune influence sur le pH de la solution. Par contre, les ions HCO3-, ils interviennent dans deux couples. Donc là, on reprend, vous avez sur le petit poly la méthode de la réaction prépondérante. Donc première étape, on va placer toutes les espèces sur un diagramme de prédominance, et puis on va entourer les espèces présentes. Donc on est parti, je fais le diagramme de prédominance, donc une échelle de pH. Alors avant même de penser aux solutés, je pense aux solvants. Donc je commence par mettre les couples qui ont des pK de 0 et 14, à savoir le couple H3O+, H2O, ainsi que le couple H2O, HO-. On commence toujours par ça quand on travaille en solution aqueuse, sachant que l'eau est présente puisque c'est le solvant. Et ensuite, on va placer les deux couples correspondant au pK que je vous ai mis dans l'énoncé. Donc on a un premier couple à 6,4, pardon, ça dépend des sujets, avec H2CO3, HCO3-, et un deuxième couple avec 10,3 de pKa, où les entités sont HCO3-, CO3-. Évidemment, on fait toujours attention à bien placer l'acide du côté des bas pH, à pH inférieur à pKa, et la base du côté des hauts pH, sinon il n'y a rien qui va marcher. Et puis l'espèce présente ici, c'est l'ion hydrogénocarbonate, HCO3-, qu'on appelle bicarbonate dans le langage courant. Et donc une fois qu'on est ici, on passe à l'étape suivante sur le schéma normalement que vous avez sous les yeux, si vous avez pris le document. On va chercher quelle est la réaction prépondérante. Et donc on dit qu'a priori la réaction prépondérante, c'est la réaction qui a la plus grande constante d'équilibre. Ce qui est bien, c'est que ça je peux la trouver visuellement parce que deux espèces vont réagir spontanément si elles ont des domaines disjoints, et puis quand les domaines sont joints, faut chercher à ce que le domaine, entre guillemets, soit le plus petit possible. Mais pour faire simple, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo de cette série, le plus facile avec la réaction acido-basique, c'est je cherche l'acide le plus fort et la base la plus forte. Donc l'acide le plus fort, pour chaque couple, je regarde l'entité à gauche. Ici, il n'est pas présent. Ici, il n'est pas présent. Là, j'ai un acide et là, j'ai un acide. Donc voilà les deux acides que j'ai. L'acide le plus fort est celui dont le pK est le plus bas, donc c'est HCO3-. Donc ici, j'ai l'acide le plus fort. Et je fais la même chose pour la base. Donc la base la plus forte, les bases HO- n'est pas présente, CO3-, n'est pas présente, HCO3- et H2O. Donc j'ai ces deux bases-là. La base la plus forte est celle dont le pK est le plus haut, donc c'est aussi HCO3- qui est la base la plus forte. Donc la réaction prépondérante, ça va être les ions HCO3- avec les ions HCO3-, tout simplement. Donc on y va, je vais écrire l'équation de la réaction. On peut calculer ça, donc la constante d'équilibre, on la voit directement.
Alors tiens, je vais faire les deux méthodes, voilà, pour ceux qui ne seraient pas forcément à l'aise. Donc la réaction prépondérante, en fait, je vais l'écrire comme ceci, ça va être 2HCO3- aqueux égale H2CO3 aqueux plus CO3- aqueux. Pour ceux qui sont un petit peu aguerris, vous voyez tout de suite que la constante d'équilibre, en fait, elle vaut 10 puissance le delta pK pris négativement, donc ce qui nous fait 10 puissance moins 3,9. D'accord? Donc on voit tout de suite que c'est une réaction prépondérante équilibrée et non pas quantitative. Maintenant, je vais redétailler un peu pour ceux qui auraient besoin qu'on prenne plus le temps, même si je vous conseille à terme de vraiment d'être capable de calculer très très vite ces constantes. Si je réécris la constante complètement, c'est-à-dire que j'écris la condition équilibre, en disant que la constante, c'est le quotient de cette réaction à l'équilibre, eh bien, ça va me donner ceci. Et de là, normalement, si je suis un petit peu dégourdi, je devrais voir que je peux exprimer cette constante d'équilibre en fonction de Ka1 et Ka2. Pour ça, regardez, je vais faire la séparation suivante. Je vais déjà, je peux multiplier de manière artificielle en haut et en bas par petit h, c'est-à-dire la concentration en ion oxonium. Et donc, vous voyez, je vais avoir, si je regroupe mes termes, je vais faire CO3- fois petit h sur HCO3-. Et de l'autre côté, ici, je vais avoir... Oups là, pardon. J'ai bugué avec l'appli. Attendez, c'est bon, je suis de retour. Ouais. Et ici, je vais avoir H2CO3 sur HCO3- fois petit h. Et ensuite, si on regarde bien, et ben vous voyez, ce terme-là, ce n'est rien d'autre que Ka2. Et ce terme-là, c'est 1 sur Ka1. Si bien que la constante d'équilibre, c'est Ka2 sur Ka1. Or, Ka, c'est 10 puissance moins pKa, ce qui fait qu'au final, j'ai 10 puissance pKa1 moins pKa2. Voilà, et donc pKa1, bah, c'est celui-là, moins pKa2, donc 6,4 moins 10,3, ce qui nous fait bien le 10 puissance moins 3,9. Okay, la méthode, sinon, que je vous avais dit, pour, quand on veut le voir très vite, c'est effectivement de se dire, bah, une constante d'équilibre acido-basique, c'est toujours 10 puissance l'écart de pKa. Si les domaines sont joints, comme c'est le cas ici, le delta pK est pris négatif, de sorte que la réaction est thermodynamiquement plutôt défavorable. Et si les domaines sont disjoints, on prend delta pK positif. Voilà, moi je recommande vraiment à mes étudiants d'arriver très vite à les déterminer comme ça. Surtout pour l'oral, encore une fois, quand vous avez que 30 minutes, vous passez pas 5 minutes à calculer une constante d'équilibre, on n'a pas le temps. Voilà, chers amis, reprenons. Maintenant qu'on sait qu'on a une réaction prépondérante équilibrée, et ben on va faire un bilan de matière, c'est-à-dire un tableau d'avancement, et puis appliquer la condition d'équilibre. Alors c'est parti, donc je reviens sur la réaction ici. On va faire un magnifique tableau d'avancement comme ceci. Voilà. Donc ici, je vais mettre l'état initial, l'état final. Comme on travaille dans un volume constant, je vais mettre des moles par litre. Hop, j'enlève ça. Donc on va dire que la concentration initiale, elle s'appelle C. Et puis ici, on part avec 0, 0 a priori. Je reviendrai ensuite sur les réactions. Bon non, je vais le faire maintenant, sur les réactions qu'on a négligées. Il faut que ce soit clair dans votre tête. L'idée de la réaction prépondérante, je le rappelle, c'est de dire qu'une seule réaction suffit comment dire, à imposer toutes les concentrations. Mais en toute rigueur, si je veux vraiment résoudre le système exact, j'ai la réaction entre l'eau et l'eau, qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. J'ai la réaction entre HCO3- et l'eau, où HCO3- joue le rôle de base. J'ai la réaction entre HCO3- et l'eau, où HCO3- joue le rôle d'acide. Et j'ai la réaction entre HCO3- et HCO3-. Donc au final, il y a 4 réactions au total. Si je voulais résoudre le système exact, je devrais écrire les 4 conditions d'équilibre, etc. Et donc la réaction prépondérante, c'est justement de dire, bah, sur ces 4 réactions, on n'en prend qu'une, la plus importante, les autres sont négligées. Mais en toute rigueur, il y aura un tout petit peu de H2CO3 qui provient de la réaction ici, entre ces deux entités, et un tout petit peu de CO3 de moins qui provient de la réaction entre ces entités. D'accord ? Donc bref, voilà, c'était un petit peu ça que je voulais vous dire. Après, nous, en termes de vérification des hypothèses, conformément au programme, on n'ira pas trop loin, mais on s'assurera au moins de vérifier
qu'au niveau du diagramme de prédominance, on arrive dans une zone, c'est-à-dire à peu près au milieu, hein, où c'est bien cette réaction-là qui doit être prépondérante, et on vérifiera que les concentrations à la fin sont en accord avec le pH dans le diagramme de prédominance. Bref, allez, j'avance. Donc ici, on aura C-2X, attention, parce que à chaque fois, j'ai 2 moles de HCO3- qui réagissent pour former une mole de H2CO3 et une mole de CO3-. Et donc ici, je forme X et X, X étant l'avancement volumique. Donc maintenant, on va appliquer la condition d'équilibre chimique, c'est-à-dire que le quotient réactionnel à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre qui, je le rappelle, vaut K2 sur K1. Et donc, ce quotient de réaction, il vaut x carré sur C-2x. Et attention, C-2x au carré, puisque j'ai un 2 ici. Ok, donc ne vous faites pas avoir, n'oubliez pas ce carré. Cela étant dit, on retombe un peu sur une équation du second degré. C'est-à-dire que là, si je développe tout, j'ai une équation du second degré. Pardon. Mais ce qu'on voit, c'est que comme la valeur de K standard est très faible, donc vu la valeur faible de K standard, on fait l'hypothèse que la réaction elle peut avancer. C'est-à-dire que on va considérer que 2x est très petit devant C, de sorte que le terme C-2x soit environ égal à C. Et donc dans ce cas-là, l'équation simplifie, il nous reste x sur C au carré, qui est égal à K standard. Et ça veut dire que l'avancement volumique à équilibre, ça donnerait C fois racine de K standard. On fait l'application numérique, ça nous permet de vérifier directement l'hypothèse. Donc C, c'était 10-3. Et K standard, c'est 10 puissance moins 3,9. Du coup, la racine, donc divisé par 2. Ce qui nous fait 10 puissance moins 1,95. Donc 10 puissance moins 4,95 mol par litre. Si vous avez une calculette sous la main, évidemment, il est toujours bienvenu de donner le résultat. Moi, j'avoue, là, j'en ai pas pris, mais l'idée, de toute façon, X, je le calcule uniquement pour vérifier. Dire qu'on a bien X, 2X même, qui est très petit devant C, parce que C, c'est 10-3. Et là, on a environ 10-5. Donc, il y a plus d'un ordre de grandeur d'écart. Donc, hypothèse de calcul validée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les amis? Parce que ça veut dire que j'ai calculé donc l'avancement volumique à l'équilibre. Donc, quelque part, la composition de l'état final, je la connais, hein, je remplace. Alors, je ne vais pas le faire, mais je vous laisse le faire chez vous. Mais C-2x, voilà, je le calcule. X, X, donc j'ai toutes les quantités. Maintenant, si j'en viens au calcul de pH, eh bien, le pH, tout simplement, vous voyez que, pardon, je remonte, hop, il y a deux couples acido-basiques là-dedans. C'est-à-dire que j'ai à la fois HCO3- qui coexiste avec CO2-. Donc soit je considère ce couple-là, soit le couple H2CO3, HCO3-. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai un couple, quand j'ai la base et l'acide conjugué d'un même couple, je peux appliquer la relation de Anderson pour calculer le pH. Donc en fait, ici, c'est tout bête. Ça veut dire que vous prenez un couple au choix. Hein. Donc mettons que je calcule à partir du premier couple. C'est pK1 plus log de la base du couple, donc dans ce cas c'est HCO3- sur l'acide du couple H2CO3, d'accord? Je pourrais très bien le faire avec l'autre couple, j'aurai le même résultat. Et donc ça donne, si je remplace en fonction de x, pK1 plus log, donc ici j'aurai C-2x sur x. Et quand je fais l'application numérique, j'obtiens un pH qui vaut 8,4. Voilà pour ce calcul de pH. Alors c'est pas fini, je voulais vous montrer autre chose, mais surtout par rapport aux hypothèses qu'on a fait. Si on revient au diagramme de prédominance, hop, je reviens ici, 8,4, on voit qu'on est vraiment, en fait, on est à équidistance
des 2 pKa, d'accord? Je suis pile au milieu du diagramme de prédominance, ce qui sous-entend effectivement que j'aurais produit autant de H2CO3 que de CO3 de moins. Et quelque part, d'une certaine manière, ça valide ce tableau d'avancement, ça valide un peu l'hypothèse d'avoir pas tenu compte des autres réactions. Et puis pour l'autoprotolyse de l'eau, je rappelle que le pH ne doit pas tomber dans la fourchette 6,5, 7,5. D'accord? Donc là, c'est bon, on n'est pas dedans, donc on peut bien négliger les H3+, et les H2O et les HO- provenant de l'autoprotolyse de l'eau. Voilà, là, je vous fais une vérification un peu rapide. En toute rigueur, dans les règles de l'art de la chimie des solutions, on fera une estimation des avancements des réactions secondaires et on vérifierait qu'ils sont négligeables devant l'avancement de la réaction prépondérante. Cette manière de faire, elle est plus du tout dans l'esprit du programme et elle est plus du tout exigée, d'accord? Donc, pour ceux qui sont vraiment qui passent les concours des classes prépa, vous cassez pas la tête avec ça, franchement, ça sert à rien. Voilà, maintenant, ceux qui veulent devenir des grands experts de la chimie des soupes, effectivement, on peut en discuter. Je voulais vous montrer quand même autre chose. Donc, on va déjà valider, dire qu'on est OK avec le diagramme de prédominance, mais surtout, je voulais vous montrer une méthode de calcul élégante pour l'ampholyte. Donc, OK avec le diagramme de prédominance. Et pour finir cette vidéo, je vous donne une autre méthode. Alors, elle est un peu particulière, mais tellement élégante. Vous faites pour un ampholyte, alors déjà, faut-il avoir repéré que c'est un ampholyte, et vous écrivez le produit des constantes, K1 fois Ka2. Si vous faites ça, vous allez voir qu'on arrive à quelque chose de très simple, puisqu'il y a des termes qui se simplifient, et donc on va se retrouver avec CO3 de moins sur H2CO3, fois petit h carré. Si vous avez besoin de l'écrire de manière plus détaillée, je vous laisse le faire. Et en fait, si vous regardez le tableau d'avancement qu'on a fait, eh bien, ces deux concentrations sont égales. Alors évidemment, elles sont égales sous réserve qu'on peut négliger les autres réactions, d'accord? Ce qu'on a déjà un peu montré et discuté. Et ça nous permet d'écrire que H, en fait, c'est racine de K1, Ka2. Et puis, je vous rappelle que pH, c'est moins log de H sur C standard. Ok, et donc ce qui fait que, bon, le C standard, on s'en fiche ici. Hein. Et au final, vous démontrez de cette manière-là que pH, c'est la demi-somme des pKa de l'ampholyte. Franchement, vous avez vu comment c'est rapide. Et vous faites le calcul et vous retombez exactement sur... Enfin, vous tombez sur 8,35. Et en arrondissant à la première décimale, vous avez 8,4. Donc, bref, tout ça pour vous dire que ça fonctionne, évidemment, dans l'hypothèse où la réaction prépondérante est bien à considérer comme une réaction prépondérante. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Après, je voulais quand même repasser par la méthode de réaction prépondérante parce que finalement, in fine, c'est cette méthode-là qui est puissante et qui marchera dans tous les cas de figure, alors que la petite astuce de l'ampholyte, ça marche que si vous reconnaissez un ampholyte et qu'il n'y a pas de piège, qu'on n'a pas mélangé avec autre chose, et bref, du coup, c'est un peu dangereux si vous ne maîtrisez pas bien le cadre dans lequel vous le faites. Donc on privilégiera la méthode à une recette de cuisine, hein, on est bien d'accord? Et voilà, jeune apprenti chimiste, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour la chimie des solutions. N'oublie pas dans ce cas de t'abonner à la chaîne, de me laisser un pouce, un petit commentaire, et puis si tu as des questions, si elles sont posées précisément et de manière claire, j'essaierai d'y répondre. Allez, je vous enregistre la suite du corrigé, travaillez bien.